Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce podcast identique, plus similaire que différent. Donc, j'ai avec moi Jessica Mai Nguyen et je suis Florence Salem et aujourd'hui nous allons interviewer Laurent Morissette. Alors, le podcast c'est dans le cadre du projet Identique, plus similaire que différent, présenté par les conseils jeunesse de la Chine et de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Ce projet est possible grâce au partenariat avec l'INM dans le cadre du programme Jeunes citoyens et citoyennes d'impact, financé par Patrimoine Canada. Oui, donc c'est un podcast qui est axé sur la diversité sexuelle et culturelle. Et notre objectif, c'est de briser l'isolement social et de faire briller la diversité, donc sous toutes ses couleurs. Et aujourd'hui, nous recevons une personne qui vit une situation de handicap. Laurent, si tu veux te présenter. Oui, bonjour, ça me fait extrêmement plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Honnêtement, quand on m'a contacté pour participer au podcast, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais vraiment dire? Puis je me suis questionné, j'ai dit, bon, ben allons-y, partageons notre expérience avec la jeunesse, puis pour moi, c'était important, donc... Oui, merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Parfait. Oui, puis est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de vie, les obstacles que tu as fait face... Oui, ben en fait, moi, c'est ça. Moi, je suis résident de Rosemont depuis 15 ans déjà. En fait, moi, je suis né avec la paralysie cérébrale en 1983. Ça commence à faire un petit bout, comme vous le remarquez. Bientôt 39 ans. Honnêtement, je ne pensais pas moi à cet âge-là, en fait. Et puis, c'est ça, mon parcours, c'est assez vaste comme question, mais... Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui est assez combative dans la vie, donc dès mes premières minutes de vie, en fait, ça a été le combat. Ça a été le combat parce que je suis né, en fait, à 26 semaines. 26 semaines, c'est vraiment pas beaucoup, puis j'ai tendance à dire que si j'étais né 10 ans plus tôt, c'est-à-dire en 73, je serais pas là aujourd'hui pour vous parler. Certains de mes détracteurs, ça leur dérangerait pas, mais honnêtement, je considère que j'ai apporté beaucoup à la société, fait que c'est essentiel. Je suis né aussi, je pesais 920 grammes. C'est vraiment pas beaucoup. Aujourd'hui, ça paraît pas, évidemment, mais disons, c'est 920 grammes de qualité après 39 ans, ça, je peux l'affirmer. En fait, puis c'est ça. Comme je disais, mon parcours, ça a été un parcours de combat, mais heureusement que j'ai eu des parents qui étaient très présents dans ma vie pour essayer de m'inculquer des valeurs fondamentales, je dirais, puis aussi l'importance de se battre pour nos droits, puis pour l'inclusion également, puis la promotion de la diversité, ça a été très tôt dans ma vie. Moi, j'ai été intégré dans une école dite régulière, c'est-à-dire sans autres enfants en situation de handicap très tôt, en 1992. Donc, j'ai été mise en contact avec la diversité, puisque moi, j'ai passé mon enfance dans Anjou, puis c'était un quartier assez multiculturel, en fait. J'ai eu beaucoup d'amis. J'étais dans une école où il y avait beaucoup de communautés italiennes, haïtiennes, arabes, tout ça. Donc, pour moi, la diversité, ça a été très tôt dans ma vie. Ensuite de ça, j'étais au secondaire également aussi. Ça a été la même chose. Bon, c'est sûr que j'ai été victime un petit peu du bullying aussi, évidemment, parce que comme toute personne différente, ceux qui sont plus faibles un peu, ils ont tendance à s'en prendre aux personnes différentes. Mais ça m'a permis de renforcer mon caractère. Puis encore là, j'ai été confronté encore à la diversité, parce que dans une école secondaire qui était la plus grosse, je pense, dans Anjou, c'était très varié. Ensuite de ça, j'étais au cégep, au collège de Rosemont, en fait, qui m'a permis d'être technicien en informatique, alors que dans le fond, quand j'ai commencé mes études
Ouais, dans une école spécialisée en première année. Et on m'avait dit, tu pourras jamais écrire, tu pourras jamais faire de maths, tu pourras jamais compter. Alors que j'ai trompé les préjugés, en fait. Donc, c'est tout ça pour dire que même les gens qui sont supposés te supporter, c'est-à-dire les gens du milieu de l'éducation, à l'époque, ils croyaient pas en moi, puis donc je les ai fait mentir tous. Donc, je suis devenu technicien en informatique, puis maintenant, je travaille comme consultant. Mais comme, maintenant, passons plus à ce qui est de mon rôle de militant, puis de Montréalais engagé, parce que c'est ça qui m'amène ici un petit peu, mon parcours d'engagement. Moi, j'ai joint le Forum jeunesse de l'île de Montréal en 2013. Le Forum jeunesse de l'île de Montréal, c'est un organe qui est là pour traiter des questions de la jeunesse, puis de supporter des projets jeunesse depuis 2000. Mais également, ce que j'avais oublié de dire, puis mes collègues vont vouloir me frapper avec une brique, c'est que j'ai joint aussi, préalablement à ça, j'ai joint le RAPLIC, qui est le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, en 2011, regroupement qui a été cofondé par celle que j'appelle ma mère d'adoption, c'est-à-dire Linda Gauthier, qui est une femme, je dirais, admirable, en fait, 10 fois plus engagée que moi encore, 10 fois plus pugnace que moi, si je puis dire. Parce qu'elle a vu les écueils de la diversité, du manque d'accessibilité à Montréal. Puis c'est, entre autres choses, parce que dans le fond, on est un organisme pas québécois, mais on fait beaucoup de travail avec Montréal. Elle a vu ça, tous les obstacles à laquelle on fait face, c'est-à-dire au niveau du transport, au niveau de l'emploi, au niveau du logement, l'éventail d'obstacles à la diversité pour une personne en situation de handicap est très, très large. Donc, elle s'est dit, moi, je vais, au contraire de tous les autres organismes de défense des droits des personnes handicapées qui disons, agissent en dilettante en termes de revendications, mais elle s'est dit, moi je vais fonder un organisme avec une autre personne qui s'appelle Laurence Parent-Garriguet et Maria Barilling, qui est décédée maintenant. Elle s'est dit, moi je vais fonder le RAPLIC, puis on va voir une autre approche, c'est-à-dire on va utiliser les lois, les règlements, puis les moyens de pression, puis on va un petit peu, entre guillemets, politiser nos actions pour être capable de faire avancer la diversité et l'inclusion pour les personnes en situation de handicap au Québec. Comme par exemple, je dirais, en 2015, est-ce que c'est oui, c'est en 2015, on a déposé le premier recours en action collective contre la STM, contre l'ARTM et tous les acteurs importants au niveau de transport pour favoriser, pour les pousser en fait à mettre en place l'accessibilité universelle dans les métros, ce qui est en fait est très, très, très déficient, si je dirais. Oui. Et ce recours-là totalise à peu près 1 milliard de dollars. On s'entend que, parce que dans le fond, on inclut toutes les personnes en situation de handicap là-dedans. On s'entend que c'est pas une question d'argent, parce que dans le fond, c'est un moyen de pression pour vraiment que la société change, la société s'active, et puis c'est ça. Donc, on est le premier regroupement qui, en fait, qui parraine un type de recours comme ça, parce qu'avant, ça ne s'est jamais vu vraiment. Ensuite de ça, là, présentement, on s'attaque, puis comme je vous ai dit, lorsqu'on a fait la pré-entrevue, en fait, oui. Pour nous, la question de l'intersectionnalité, c'est extrêmement important. Actuellement, on s'attaque plus précisément aux questions de la santé pour les femmes en situation de handicap. Oui. Aussi, on est extrêmement préoccupé par rapport à ces questions-là. Même moi, j'ai personnellement perdu une tante qui n'est évidemment pas en situation de handicap, mais j'ai perdu une tante qui est morte du cancer. En fait, elle a eu 2 cancers. Donc, ça m'a vraiment beaucoup affecté. Puis là, je me suis dit, qu'en est-il... par exemple, du taux de dépistage pour les femmes en situation de handicap qui, on sait tous, à partir d'un certain âge, il faut avoir accès à des tests
contre le cancer du sein, tout ça. Alors, on rappelle que depuis quelques années, on se préoccupe de ces questions-là pour s'assurer qu'au Québec, aucune femme ne soit laissée de côté. Malheureusement, c'est un constat très triste que nous faisons, que c'est encore le cas. Beaucoup de femmes sont laissées de côté, puis beaucoup de femmes sont susceptibles de décéder à cause des suites d'un cancer non diagnostiqué ou de maladie, parce que le système se refuse, disons, à les accueillir, en fait, convenablement. Puis pour nous, c'est extrêmement préoccupant. Ensuite de ça, on s'implique, on s'occupe aussi, on se préoccupe, en fait, d'une façon encore plus récente, je dirais depuis la pandémie, en fait, des questions des femmes aussi en situation de handicap victimes de violences. Parce que j'imagine, comme si jeune impliqué, que vous avez suivi l'actualité, qu'il y a quand même eu, je pense... une hausse des violences. Oui, à peu près est-ce que c'est 18 féminicides l'année dernière ou quelque chose comme ça? Puis en plus, à cause de la pandémie, ça tombe bien avec la thématique de votre podcast, en fait, briser l'isolement. Oui. Beaucoup de femmes en situation de handicap sont victimes d'isolement. Mais puis là, nous, on s'est questionné quelles sont les ressources pour les femmes en situation de handicap, quels accès ont-elles aux maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences. Les femmes victimes de violences, c'est inacceptable que n'importe qui soit victime de violence, mais c'est encore plus inacceptable pour une femme en situation de handicap, pour une femme ou une personne en situation de handicap. Je ne tiens pas à genrer cette question, mais quand même, parce que souvent, la femme ou la personne en situation de handicap est victime de violence de la part de quelqu'un qui l'aide au quotidien à faire toutes ces activités. Donc, la personne qui est violente envers l'autre personne peut décider elle-même, t'as pas fait ce que je voulais hier, fait que je vais pas te lever, tu vas pas te souper. Et puis c'est ça, le gros problème, c'est que les personnes en situation d'handicap manquent de visibilité au niveau des médias, manquent de budget, manquent de connaissances. Et puis je pense que dans le fond, le fait que vous m'aviez invité à ce podcast, pour moi, c'est une occasion de plus d'amener ces préoccupations-là. Puis je vous en remercie. Puis j'espère que ma présentation était assez claire. Et puis donc, je vous inviterai à me poser toutes les questions que vous voulez. Oui. N'importe lesquelles, même les plus gênantes, posez-moi-les. Même sur les questions de sexualité, posez-moi n'importe quelle question. Oui. Moi, j'ai pour moi dire que si une personne n'est pas à l'aise à répondre à une question, elle ne répondra pas. Mais moi, j'ai aucun problème. Oui. Merci beaucoup, Laura, vraiment pour toute ton ouverture. Laura, parler de ton parcours, puis parler de toi, puis moi, je me demandais, tu as parlé du Rapplique, puis pour les jeunes qui ne connaissent pas comme le Rapplique, comment, en fait, c'est né cette organisation-là? C'est quoi les défis que vous avez rencontrés, que tu as rencontrés? Le Rapplique, en fait, comme je le disais, c'est né en 2009 oui. d'une initiative, en fait, conjointe avec Linda Gauthier, comme oui. je disais, Laurence Parent, Gary Gay et Maria Barilli, qui était une activiste pour les droits des personnes handicapées. Puis c'est ça, comme j'ai mentionné, les obstacles qu'on a rencontrés, c'est que souvent on voyait on a vu qu'il n'y a pas, à l'époque du moins, qu'il n'y avait pas beaucoup de volonté politique de faire changer les choses. Yeah. Et puis que les angles d'attaque des questions de diversité pour les personnes en situation de handicap, c'était on va écrire des petites lettres, puis on va pas trop faire de vagues, puis on va aller leur parler, puis on va leur flatter la main, puis dire on fera pas trop de vagues parce que les personnes handicapées, ils ont je veux pas généraliser, mais la plupart des gens, comme les personnes handicapées n'ont pas réellement... en général, encore une fois, ça va être l'essentiel de mon propos, ça va être des généralisations. Là, évidemment, il ne faut pas prendre tout ça au pied de la lettre.
les personnes handicapées n'ont pas un énorme pouvoir économique, puis donc ils n'ont pas vraiment de levier. Ben, à l'époque, puis encore aujourd'hui, ils ont pas vraiment de levier de levier favorisant le changement. Ce qui fait que les personnes victimes de discrimination, parce que dans le fond, c'est l'essentiel de notre combat, en fait, la lutte contre la discrimination basée sur le handicap. Les personnes victimes de cette discrimination-là, elles parlent pas trop fort, puis parce qu'elles ont peur de perdre ce qu'elles ont déjà. Puis le problème aussi, par rapport à ce combat-là, c'est que on en revient toujours à la question économique. Je m'explique sur cette question, c'est parce que si on veut lutter contre la discrimination raciale, c'est seulement, encore là, je simplifie probablement, parce que moi, je ne suis pas une personne racisée, mais de ma perspective à moi, lutter contre la discrimination raciale, c'est de... Mettons, je prends par exemple, si une personne noire, une personne de couleur veut entrer dans un restaurant, le fait de lutter, c'est comme de ne pas l'empêcher de rentrer. Encore là, je simplifie évidemment, je veux pas que personne s'offusque ou quoi, mais... Alors que pour une personne en situation de handicap, nous permettre d'entrer dans un restaurant, parfois, ça implique des coûts. Ça implique des coûts. Puis, parce que, je sais pas moi, il faut éliminer une marche ou un seuil, ou élargir la porte, et comme on l'a vu avec la Bible ici, c'est que faut soulever les tables, ou une pléthore de choses à laquelle il faut penser. Donc, ça implique encore des coûts. Et puis, je vous donne par exemple un exemple flagrant, c'est qu'il y a quelques années, on faisait la tournée de la rue Masson. Puis sur la rue Masson, il y a quand même beaucoup de commerces. Puis c'est très hipster, puis plein de gens y sont, puis il y a même des familles avec des enfants avec poussettes, etc. Alors, nous, on arrive devant un commerce, puis on était accompagnés de personnes qui étaient sans handicap, fait que pour les commerces non accessibles, ils pouvaient rentrer puis distribuer nos pamphlets puis faire le sondage, etc. Alors le propriétaire de la boutique dit, moi je sais pas pourquoi je mettrais mon commerce accessible, il n'y a pas de personnes handicapées qui rentrent chez nous. Oui, mais c'est parce qu'on peut pas rentrer chez vous parce que vous avez des marches. Et puis donc c'est ça, c'est le problème, c'est comme je vous dis, c'est la question économique. Et puis aussi c'est la question du manque de représentativité. Ça, c'est de représentation en fait, je dirais. Ouais. C'est un enjeu fondamental. Comme je dirais que récemment, aux dernières élections municipales, il y a eu une personne en situation de handicap qui a été élue comme conseillère de ville. Et puis c'est la deuxième, je crois, de mémoire, depuis que je m'intéresse à la politique municipale. Oui. Il n'y a pas de personnes en situation de handicap non plus, encore là, visible, parce que le handicap peut être invisible, etc. Oui. Mais moi, je me fie seulement, pour l'instant, à l'handicap visible. Il n'y a pas de personnes en situation de handicap à l'Assemblée nationale. Il y en a où il y en avait au niveau fédéral comme député, où il y a déjà eu un maire à Vancouver qui a fait beaucoup d'avancées pour la ville de Vancouver. Mais encore là, les questions touchant les personnes en situation de handicap sont beaucoup mises à la remorque des enjeux. C'est-à-dire que si on a du temps de discuter de cette question, on va en discuter. Et on est souvent mis dans le « etc ». Je prends par exemple les offres d'emploi, tout ça. La phrase, c'est nous invitons les personnes racisées, les personnes, etc., etc. Puis on est souvent à la fin. Nous invitons aussi les personnes handicapées à postuler. Puis c'est aussi une question aussi d'utiliser les bons termes également. Je sais que je fais du coq à l'âne, là. Mais c'est ça, c'est que encore beaucoup de personnes oublient
de mettre le mot personne lorsqu'on parle d'une personne en situation de handicap. Aujourd'hui, on dirait plus seulement un noir ou on utilise, du moins les personnes conscientisées n'utiliseraient plus le terme, par exemple, indien. Alors que, encore aujourd'hui, les gens, ils oublient, ils disent, moi j'ai rencontré un handicapé. Ou une handicapée, heureusement, aujourd'hui, les gens n'utilisent plus nécessairement le terme infirme, alors c'est déjà un gain de plus. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut, lorsqu'on discute des questions nous touchant, il faut pas oublier qu'on est des personnes. Oui. Et puis pour moi, c'est extrêmement important de le mentionner parce que les gens qui me connaissent pas ou qui m'écoutent pour la première fois pourraient penser que le seul sujet d'intérêt que j'ai, c'est les questions sur mon handicap, etc. Alors que mon inventaire d'intérêt est phénoménal, honnêtement. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ai souvent l'impression de ne pas répondre à la question, mais... Non, vous avez vraiment répondu. D'ailleurs, vous avez parlé de discrimination basée sur le handicap. Et souvent, le manque d'éducation, la conscientisation, c'est ça qui permet de combattre le manque d'éducation. Puis ça m'amène à me demander, est-ce que vous avez comme des stéréotypes, des mythes en tête qu'il faudrait déconstruire, que vous aimeriez déconstruire? Un mythe un peu tirant de mon cabotinage éternel, c'est... parce que c'est bien qu'on parle de cette question, parce que vous avez mentionné que vous vous intéressiez à la diversité sexuelle. Oui. Donc, c'est un mythe qu'il faut combattre également. Mythe étant que les personnes en situation de handicap n'ont pas d'intérêt sexuel, n'ont pas de vie sexuelle. Honnêtement, moi-même, ça m'étonne parfois d'avoir une vie sexuelle, mais ça, c'est une autre chose. Mais oui, c'est un aspect qui n'est pas souvent discuté. De toute façon, c'est déjà assez délicat de discuter de sexualité, de nos jours, publiquement, de discuter de sexualité lorsqu'on n'a pas de limitation. Alors que discuter de sexualité lorsqu'on a une limitation, des limitations, c'est encore plus, disons, c'est encore plus tabou. Honnêtement, d'ailleurs, moi, j'ai jamais compris pourquoi. La sexualité, c'est une chose extrêmement intéressante et nécessaire. Ce n'est pas juste, ce n'est pas ce qu'on voit sur Internet qui représente la sexualité. La sexualité, c'est d'accepter la diversité corporelle aussi. C'est de déconstruire en fait les stéréotypes qui sont véhiculés par l'industrie, par exemple de la porno, tout ça. Donc pour moi c'est essentiel d'en discuter. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais été invité au Salon de l'amour et de la séduction. Et, honnêtement, ma présence avait, je pense, fait mouche, mais parce que j'ai à peu près tout essayé, ce qui était possible d'essayer pour moi. Mais honnêtement, ça avait attiré certaines foules parce que les gens se disaient, mon Dieu, il est donc bien wild, ce gars-là, d'essayer toutes les choses. Puis, pour moi, c'était essentiel de... Non pas pour faire le clown, là, même si mon propos me paraît comme ça, mais pour moi, c'était essentiel de dire que les gens, après, sortent du salon et disent, mon Dieu, si lui, il n'y a pas de gêne, mettons, je sais pas moi, se faire fouetter avec une plume ou quoi, pourquoi moi? Et puis malheureusement, parce que ce que j'ai oublié de mettre en contexte, en fait, c'est que j'étais dans un kiosque également pour faire la promotion de la diversité sexuelle, notamment chez les personnes en situation de handicap, puis j'étais avec quelqu'un qui avait pas de limitation. Et puis malheureusement, ce que j'ai eu à constater, c'est que, alors que moi je disais bonjour aux gens, que j'essayais d'interagir avec eux, les gens interagissaient avec la personne sans limitation en premier. Alors que l'essentiel, c'était moi et mes collègues avec limitation qui étions là.
D'ailleurs, ça m'amène à parler d'un autre mythe qu'il faut déconstruire, c'est que si on est accompagné d'une personne sans limitation, nous, souvent les gens vont s'adresser en premier à la personne sans limitation, puis elles vont dire est-ce qu'il y a besoin d'aide, ou est-ce que comme je pourrais vous donner un autre exemple concret. Il y a quelques années, j'étais au Monument National avec des amis pour aller voir, dans le cadre du ZooFest. D'ailleurs, j'adore extrêmement la culture, puis pour moi, c'est un autre enjeu important, puis c'est là où le bas blesse, pour moi, pour les personnes en situation de handicap. L'accès à la culture, c'est pas tout à fait ça. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que nous étions au Monument National avec mon meilleur ami, que ça fait 22 ans qu'on se connaît. Et lui aussi est en situation de handicap. D'ailleurs, il s'est battu férocement contre la COVID 2 fois depuis 2 ans. Et puis, donc ça c'est aussi, je pourrais éventuellement en parler, l'accès aux soins, c'est quelque chose. Et puis, on était avec une fille, une amie à nous, puis une très belle fille, tout ça, puis je sais pas pourquoi je dis ça, mais je la salue quand même. Et puis, donc le show se passe bien, tout ça, puis là, il y a une dame qui a dit, une dame d'un certain âge, je pense, non sans excuser ses préjugés, mais elle s'adresse à notre amie, puis elle dit « Ah, vous êtes bien fine, madame, des accompagnés. Est-ce que vous êtes bien payée pour faire qu'est-ce que vous faites? » Alors, nous, on était comme « Ben là, madame, c'est notre amie. Je veux dire, c'est quoi? Parce qu'on est en situation de handicap, on ne pourrait pas avoir des amis sans limitation qui nous accompagnent. Donc ça, c'est un autre préjugé qu'il faut combattre. Puis c'est important. Ça n'a pas beaucoup moi, ça n'a pas beaucoup d'impact parce que moi, j'ai quand même une grande gueule, mais c'est des préjugés anodins, mais quand on les accumule, ça peut empêcher que, des gens, ils pourraient être réfractaires après ça à sortir parce que le regard de la société est parfois assez lourd sur nous, donc, puis il y a un autre préjugé, c'est que lorsque moi je dis que je travaille, là ça arrive moins, mais quand j'ai commencé à travailler, puis quand j'étais un petit peu plus jeune, ce qui démontre une certaine évolution de la société, les gens étaient surpris de savoir que je travaillais puis que j'avais eu des diplômes. Il y a encore pas assez de personnes en situation de handicap qui ont accès qui ont des études supérieures, qui sont des professionnels. Il y en a plus qu'avant. Mais c'est loin d'être au même niveau qu'une personne sans limitation. Donc ça, c'est encore un obstacle un petit peu à l'émancipation, là, tu sais. Sinon, c'est ça, les préjugés comme quoi on peut pas avoir de vie de couple aussi, ça c'est... Aussi, je dirais, les préjugés comme quoi une personne avec limitation vivrait plus d'enjeux face à la parentalité, par exemple. Comme quoi une mère pourrait pas s'occuper de son enfant sur son handicap. Pardon. Comme quoi une mère en situation de handicap ne pourrait pas s'occuper de son enfant qui n'est pas en situation de handicap. Parce que souvent, les médecins, par exemple, vont dire vous êtes sûre, madame, que vous voulez avoir un enfant en situation de handicap? Pour vous, qu'est-ce que vous allez faire si votre enfant veut aller au hockey le samedi matin? Je vais me lever, puis je vais développer un réseau, puis ils vont m'aider. Alors ce que je veux dire, en fait, pour résumer, c'est que l'approche de certains professionnels, puis ça, c'est pas juste limité à la santé, c'est que les professionnels vont se permettre
de poser des questions aux personnes en situation de handicap qui n'oseront jamais poser d'entrée de jeu à des personnes sans limitation. Parce que l'approche qu'il faut avoir lorsqu'on parle de toute question, ce n'est pas de discuter de l'incapacité ou capacité de la personne, c'est de dire comment pouvons-nous adapter nos services, puis ça je parle de tous les services possibles. Là. Comment pouvons-nous adapter nos services pour qu'ils répondent aux besoins d'une personne, nonobstant sa condition ou son origine, sans dire qu'on fait abstraction, mais la narrative doit changer. On ne doit pas seulement focusser sur ce qui fait la différence de la personne, mais il faut focusser sur quels sont les besoins de la personne. Puis ça, je dis pour n'importe quelle personne issue de la diversité ou non-diversité. Parce que dès qu'on met au centre les besoins de la personne va se sentir plus inclus, puis elle va être plus apte à participer au développement social de son environnement, puis également du Québec, même du pays. Parce que si on fait seulement se focusser sur les limites de la personne, et puis qu'on essaie de colmater les brèches faites par ces limites-là, on ne va pas favoriser l'inclusion, on va seulement favoriser l'intégration, c'est-à-dire qu'on lui fait une place dans le système, mais sans trop modifier le système pour qu'il soit à son image. Alors que si on vise l'inclusion, c'est de mettre au centre, comme je dis, la personne, et puis de se dire comment le système peut évoluer pour inclure le plus de personnes possible. Parce que toutes les démarches que nous faisons devraient avoir pour finalité d'inclure tout le monde, mais aussi lorsqu'on travaille pour inclure les gens, si on vise le plus petit commun dénominateur, on exclut le moins possible de monde. Je sais que c'est pas très clair comme phrase, mais c'est comme... Parce que comme par exemple, si on élimine une marche à l'entrée d'un commerce, non seulement on permet, puis ça c'est pas la finalité parce qu'il y a d'autres choses qu'on peut changer, si on élimine une marche, non seulement on permet à une personne en situation de handicap d'entrer à quelque part, mais aussi on facilite la vie pour les mamans à poussette, les mamans, papas à poussette, etc. On facilite également la vie pour les personnes qui se déplacent avec une canne, qui ont de la difficulté à monter les marches, qui ont des problèmes chroniques, douleurs aux jambes, etc. Donc, c'est ça. Oui, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent, puis ça demande du changement, puis des réflexions de viser à l'inclusion, mais sur le long terme, c'est favorable pour toutes les catégories de population. Oui. Puis là, tu as soulevé beaucoup d'enjeux d'accessibilité, puis on réalise qu'il y en a énormément, là, pas dans les écoles, pour les soins, puis selon toi, qu'est-ce qui pourrait être fait par le gouvernement ou... Ben, en fait, ce qu'il faudrait, ce qui devrait être fait, c'est une réflexion pour adopter des législations, c'est-à-dire des lois, des règlements, qui ont plus de mordant, mettons. Et puis, comme je disais, il faut changer la narrative que c'est pas une question de caprice qui nous amène à nous battre pour l'avancement des questions que j'ai mentionnées. C'est une question de dignité, c'est une question de droit. Ce qui fait qu'il faut, je pense, faire la promotion un petit peu plus
j'aime pas ça mentionner à l'américaine, parce que bon, j'ai un petit parti pris contre les États-Unis, mais enfin, il faut, la narrative doit changer dans le sens que il faut s'inspirer de ce qui est fait aux États-Unis, ce qui est fait en Ontario. Je vais mentionner pourquoi. C'est que aux États-Unis, depuis, je pense, les années 70, il y a ce qu'on appelle le ADA. C'est le American with Disability Act. Ce qui est, puis ça, c'est grâce aux batailles, par exemple, sans limiter à eux, aux vétérans de la guerre du Vietnam, par exemple, pour ne nommer que ceux-là. C'est qu'il y a eu beaucoup de vétérans qui sont revenus de la guerre avec des morceaux en moins, puis des handicaps, puis des syndromes post-traumatiques, puis donc ils se sont dit, nous, on va prendre la destinée de l'Amérique en main, puis des États-Unis en main, puis on va monter les marches du Capitole, par exemple, pour exiger une meilleure inclusion, puis des lois plus coercitives. Ils se sont battus longtemps, puis honnêtement, les Américains ont généralement une grande gueule, puisqu'ils s'imaginent qu'ils sont le centre de l'univers. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas trop m'y référer, mais j'ai pas le choix. Parce que le constat que j'en fais, c'est qu'au Québec, malgré le fait qu'on se prétend ouvert et puis progressiste, sur cette question, on est vraiment loin. On est vraiment en arrière. On est en queue de peloton. Ce qui est à dire que le côté anglo-saxon puis les États-Unis, eux, avec l'ADA qu'ils ont mis en place, non sans verser quelques larmes, quelques gouttes de sueur, etc., fait en sorte que si vous êtes témoin d'un manquement par rapport à vos droits en inclusion, si vous êtes en situation de handicap, ben vous pouvez poursuivre les gens ou organismes qui vous discriminent. Puis honnêtement, comme les États-Unis sont des fervents de la poursuite, ben, quand tu as des lois qui font en sorte qu'une amende de 100 000 $ te pend au bout du nez parce que ton commerce n'est pas accessible, ben, disons que c'est un petit peu plus coercitif. Alors qu'ici au Québec, on n'a pas ça. Puis je dis pas qu'il faut prendre, pour exemple, les États-Unis puis poursuivre n'importe quel commerçant, n'importe quel petit dépanneur là. Honnêtement, il faut y aller, faut y aller selon le contexte. Mais l'essentiel est ce qui nous a amené en fait à judiciariser un petit peu, comme je le disais d'entrée de jeu, les questions du transport avec l'action collective que j'ai mentionnée. C'est que là où les gens qui sont responsables en fait de l'échec, c'est le système, c'est les décideurs. Ma collègue Linda Gauthier, d'ailleurs, elle a été, je tiens à le mentionner, elle a été nommée récemment femme d'influence L'Oréal. Elle a été parmi les 10 finalistes au Canada récemment. D'ailleurs, puis dans son vidéo, elle mentionnait, elle dit, le Québec a été développé, a évolué sans nous. Ce qui est parce que, puis pourquoi est-ce qu'elle mentionne ça? C'est que avant les années 70-80, par exemple, aujourd'hui, si vous vous promenez sur le trottoir, vous n'allez même pas remarquer qu'il y a des petites descentes. Vous savez, ce qu'on appelle les bateaux pavés. C'est-à-dire que c'est un petit creux au coin des rues, puis qui nous permet à nous d'emprunter le trottoir, monter le trottoir. Mais avant les années 70 à Montréal, il n'y avait pas ça. Et puis encore, dans certaines villes, dans certaines agglomérations, il n'y en a pas. Il y a même des endroits où il n'y a pas de trottoir. Donc l'avancée qu'on considère encore aujourd'hui majeure, c'est ça. Alors que c'est complètement ridicule. Donc tout ça pour dire que oui, le Québec a été pensé sans nous, mais parce que
comme je disais, jusque dans les années 70, les personnes en situation de handicap, on les voyait pas parce que ils étaient dans des hôpitaux. Et puis ça m'amène aussi à dire que c'était un préjugé qui était assez fort, comme quoi que les personnes handicapées, ils avaient tous des problèmes, déficients intellectuels. Ça, je dirais, jusqu'à milieu 90, il y avait certaines personnes qui avaient encore ces préjugés-là. Parce que c'est ça, les personnes en situation de handicap étaient beaucoup isolées. Beaucoup isolées dans les hôpitaux psychiatriques, dans les hôpitaux... On les voyait pas. Ce qui fait que, comme je disais, le Québec a évolué sur beaucoup de terrains sans nous considérer. Et puis, on aurait tendance à dire qu'aujourd'hui, le Québec est arrivé dans une ère moderne, etc., avec toutes les questions d'inclusion de toutes les personnes. Malheureusement, comme je disais, les questions pour les personnes en situation de handicap sont beaucoup reliées à la queue de peloton. Ce qui fait que moi, mon souhait ultime pour le Québec de demain, c'est que le Québec arrête de prendre des décisions sans considérer toute personne avec des enjeux de diversité. Puis que toute discussion inclue en amont toute personne s'identifiant comme faisant partie de la diversité. Parce que nous, par exemple, ce qu'on a remarqué, c'est que il y a énormément de décisions qui sont encore prises en 2022 où les acteurs principaux, les acteurs importants, ne sont consultés qu'après. Ou parce que nous constatons une lacune en matière d'accessibilité, par exemple, dans un commerce ou par exemple, au nouveau CHUM. Mais là, il n'est plus vraiment nouveau parce que ça fait quelques années que c'est construit, là. Mais, ou des édifices gouvernementaux. Donc là, quelqu'un nous fait part de ça, puis là, ben oui, c'est vrai, on n'a pas pensé à vous pour ça. Ou comme par exemple, les élus qui font la promotion de nouveaux commerces qui viennent d'ouvrir dans leur arrondissement. Ouais, mais est-ce que c'est accessible? J'ai pas posé la question. Fait que là, on demande à l'élu de vérifier. Puis là, ils nous reviennent après et ils disent, mais là, ils nous disent que dans le fond, ils ont commandé une rampe, puis ça s'en vient dans 2 semaines. Mais alors que si le plan de développement de commercial ou de la ville mettait en place réellement les questions mettait de l'avant les questions d'accessibilité, on n'aurait probablement pas ces problèmes-là. Je prends par exemple, ça c'est plus municipal, là, mais vous allez comprendre, c'est que lorsque le conseil municipal est appelé à voter sur des motions et consulter des sommaires décisionnels, il y a tout le temps une rubrique qui parle de l'environnement et des impacts environnementaux de leurs décisions. Ça, c'est extrêmement fondamental parce que on a juste à penser à la Chine ou à la Salle qui sont limitrophes avec des cours d'eau, des milieux naturels, etc. C'est important d'inclure les questions environnementales dans chacun des sommaires décisionnels. Mais la question de l'impact sur l'accessibilité, c'est pas là. C'est pas là, malgré le fait que lorsque l'administration actuelle de Projet Montréal était dans l'opposition, ils ont dit, ils ont déposé une motion pour que la ville adopte une rubrique accessibilité universelle dans les sommaires décisionnels. C'est un petit peu obscur peut-être pour vous ces questions-là, mais c'est fondamental parce que c'est ce qui motive l'adoption de règlements. Alors qu'aujourd'hui, lorsque
maintenant que le Projet Montréal est au pouvoir depuis 2 ans, il n'y a aucun élu qui est capable, qui, comme je dirais, est allé au bat pour défendre cette motion-là qu'ils avaient eux-mêmes déposée lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Donc, si même au niveau le plus réel, le plus pratique, il n'y a aucun décideur qui est à même de se commettre pour dire, ben, on va mettre de l'avant ces questions-là, ben, ça va pas avancer. Ça reste juste des discussions vides un peu, puis des créations de comités pour création de comités, puis de discussions, mais tant qu'il n'y aura pas, pour résumer tout ce que je viens de dire, tant qu'il n'y aura pas de changement législatif, ça va juste rester des belles promesses vides puis des intentions. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, mais... absolument. Oui. Et maintenant, on se demandait, est-ce que vous pourriez nous parler des enjeux de représentativité dans l'embauche, les logements, tout ça? Oui, les enjeux de représentativité, c'est fondamental parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas personne. Dans la culture, je connais certaines personnes qui... Je connais un humoriste qui est en situation de handicap. Il s'appelle Angelo Cheraldi. Vous irez le voir. Il est très drôle. Un de ses numéros, c'est quand il arrive sur scène, il dit, parce que lui il bégaye, il y a un bégaiement parce que souvent les personnes paralysées cérébrales peuvent avoir des défauts de langage. Alors il arrive sur scène, puis là il commence à bégayer, puis là il dit ouais, vous l'aurez certainement constaté, moi je suis pas comme tout le monde. Il dit d'ailleurs, effectivement, il dit je suis pas comme tout le monde, je suis italien. Donc, au lieu de miser sur son handicap, c'est tout de suite ça. Donc, tout ça pour dire que la représentativité, c'est à peu près lui, Angelo Cheraldi, puis d'autres personnes, 2-3 personnes encore. Puis à mon corps défendant, puis à mon grand malheur, ben, pas grand malheur, parce que l'image qu'on a d'une personne en situation d'handicap, moi du moins, là, je sais pas pour les générations un petit peu plus jeunes, c'est le Jérémy Gabriel. Je sais pas si vous connaissez le cas de Jérémy Gabriel. Donc, c'est lui qui s'est senti victime de discrimination de la part de Mike Ward. J'entrerai pas dans ce dossier-là, mais donc pour la population, quand on parle de personnes handicapées, j'ose croire que une des images qui nous vient en premier, c'est Jérémy Gabriel. Puis les gens, sur les réseaux sociaux, vont dire, il se plaint. Donc, on n'a pas de représentativité médiatique, vraiment. Moi, quand on fait certaines interventions médiatiques, par exemple, sur l'accès aux terrasses, par exemple, nous, les commentaires qu'on a sur... Moi, je ne prends plus la peine maintenant de lire les commentaires, mais quand je les lisais, les commentaires qu'on avait, c'est « Ah, là, cet handicapé-là, il est gros. Il devrait slacker les terrasses, ça l'aiderait pour sa ligne. » Donc, tu sais, tant qu'il n'y aura pas de représentativité médiatique ou de personnes qui en situation de handicap qui prend vraiment le flambeau publiquement pour discuter de ces questions-là, les préjugés vont toujours être là. Puis par rapport à l'emploi, comme vous avez mentionné, c'est encore un enjeu fondamental parce que les employeurs pensent encore que c'est
c'est très difficile d'intégrer une personne en situation de handicap. Ça, je dis pas que ce soit tous les employeurs, parce que les sociétés d'État, par exemple, ils ont une politique qui vise à favoriser la diversité, l'inclusion. D'ailleurs, je prends par exemple, moi j'ai eu la chance, puis le mot chance, je le répète souvent dans mon discours, j'ai eu la chance très jeune de travailler pour des sociétés d'État, puis des gens, dont des entreprises qui ont les reins solides. D'ailleurs, j'ai travaillé pour la Banque nationale en 2014, qui, en 2004, ça commence à faire longtemps. J'ai travaillé pour eux, ils avaient un programme de bourse d'été, de bourse d'études et d'emploi d'été pour les étudiants en situation de handicap au cégep. Je n'étais pas payé très cher, mais bon, c'est pas grave, c'était l'expérience où j'ai développé un système avec eux autres. Par la suite, j'ai travaillé quelques années avec un programme, encore une fois, d'intégration chez l'Auto-Québec. Ensuite de ça, j'ai travaillé encore une fois un autre programme d'intégration à la SAQ. C'est ce qui m'a amené à aimer beaucoup le gin, honnêtement. D'ailleurs, c'est un autre préjugé, comme quoi que la personne handicapée va se coucher à 9h, puis elle boit pas, puis elle fume pas, puis on sort pas dans les clubs, on fume pas du pot, on fait pas de drogue. Moi, j'en fais pas de drogue, honnêtement, mais moi, c'est pas à moi de juger les gens qui font de la drogue, là, ou pas, mais... Donc oui, j'ai eu la chance de travailler pour la SAQ, ensuite pendant quelques années, et ensuite de ça, j'ai été à mon compte. Ça a été une expérience assez désastreuse parce que je déteste la comptabilité, ça c'est mon Dieu. Puis maintenant, depuis 3 ans, je travaille pour CGI, c'est-à-dire c'est une grande compagnie informatique mondiale, mais basée à Québec. Donc, moi, je suis, en toute modestie, je suis un des trop rares exemples d'accomplissement professionnel. J'ai des amis, j'ai quelques collègues qui sont en situation de handicap qui eux, sont soit avocats ou comptables ou traducteurs ou tout ça, mais on est encore très, très peu. Puis je dirais que c'est d'ailleurs pour ça que en 2019, j'ai participé à une émission qui est passée sur les ondes Ami-Télé. Ami-Télé, c'est une chaîne qui propose des programmes, inclusifs, puis faits pour les personnes en situation de handicap, mais pour tout le monde, mais tu sais, c'est-à-dire que toutes les émissions sont, mettons, en description pour les personnes ayant des déficiences visuelles, etc. C'est très varié, mais cette chaîne-là n'a pas vraiment beaucoup de visibilité. Donc, j'ai participé en 2018-19 à une émission qui s'appelle Engagez-moi. Puis 3 ans plus tard, on m'en parle encore. C'est-à-dire que j'ai eu une équipe de tournage qui m'a suivi pendant l'année que ça m'a pris pour me retrouver un travail après avoir quitté la SAQ. Après avoir quitté, en fait, mon poste de consultant à mon compte, là. Ça m'a pris 1 an pour me retrouver du travail. Donc pendant 1 an, ils m'ont suivi. Et puis ils ont suivi aussi, évidemment, d'autres personnes, parce que moi, j'étais seulement dans un seul épisode, mais le tournage s'est passé sur plusieurs mois. Et puis 3 ans plus tard, on m'en parle encore de cette question de mon passage, parce que j'ai été malheureusement un des très rares à me trouver un emploi en direct dans cette émission-là. Dans le sens que j'ai complété la boucle, c'est-à-dire qu'ils m'ont suivi lorsque j'ai commencé ma recherche d'emploi, ils m'ont suivi jusqu'à ma journée d'orientation à CGI. Donc,
tout ça pour dire que oui, ça était, c'est un exemple de moment de représentativité, mais il y en a encore trop peu. Il y en a encore trop peu, puis d'ailleurs, j'invite vos auditeurs à s'informer sur la plateforme d'Ami Télé ou même me contacter, m'envoyer des messages sur Facebook pour que je puisse, s'ils ont des questions, je peux les aiguiller vers ces questions-là parce que c'est ça. Avec la multiplication des plateformes, je trouve malheureux que les questions touchant les personnes en situation de handicap soient si balayées sous le tapis. Parce que c'est essentiel. Puis c'est, comme je disais, pour moi, l'important, c'est l'intersectionnalité. Fait que si on accorde une représentativité à une personne en situation de handicap, on peut être sûr que l'ensemble des enjeux va être généralement couverts où le propos va être varié. Ça va pas être seulement une seule chose. Donc, ouais. Puis, je crois que les auditeurs, puis nous, là, on réalise vraiment que l'ampleur de la stigmatisation est encore plus grande qu'on pensait. Mais je pense qu'il y a aussi des personnes qui sont bien intentionnées, mais maladroites. Puis, on aimerait savoir comment on pourrait participer à la promotion des droits et à la lutte. Oui. Moi, ce que je dirais, puis ce que je dis souvent, c'est s'il vous plaît, sortez de votre zone de confort. Puis pourquoi je dis ça? Puis c'est pas évident de sortir de sa zone de confort. Mais je le mentionne parce que souvent, les gens ont tendance à rester dans ce qu'ils connaissent. Et puis, ils ont tendance à ne pas interagir avec ce qu'ils ne connaissent pas ou ne pas s'impliquer dans des organismes qui traitent des questions qui ne les touchent pas. Je prends par exemple, j'ai donné une conférence récemment à des étudiants en droit, puis c'est exactement ce que je leur ai dit. J'ai dit, si vous êtes ici dans la classe, vous êtes privilégiés. Parce que surtout, vous êtes des étudiants en droit, puis être étudiant en droit, malheureusement, à mon corps défendant, il faut faire partie un petit peu d'une élite si on a la chance d'être admis en droit, etc. Donc, je dis, ce qui est important pour vous, comme futur juriste, c'est de sortir de votre zone de confort, puis vous impliquer dans des organismes comme, par exemple, je leur donnais, par exemple, la lutte à l'itinérance ou les choses comme ça. Puis, ma suggestion s'applique aussi pour n'importe quelle personne, c'est-à-dire pour lutter contre la discrimination basée sur le handicap, il faut des alliés. Puis, tu sais, je dirais que mon conseil ultime pour les gens, c'est que faut pas avoir peur de poser des questions. Faut pas avoir peur, je pense, d'interagir avec n'importe qui. Si la personne ne veut pas interagir avec vous, ben là, vous en allez, vous passez votre chemin. Mais vous n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez poser, je veux dire. Pour moi, c'est essentiel. Puis interagissez. Puis je pense qu'il faut aussi que chacun et chacune contribue au développement de plateformes d'échange, puis de moments d'échange aussi diversifiés. Je veux dire, il faut pas se cantonner à se dire que les débats soient faits en vase clos, puis que les personnes trans, par exemple, ne discutent qu'avec des personnes trans, ou que les personnes issues des communautés autochtones ne discutent qu'entre eux en vase clos. Je pense que la transformation sociale du Québec doit se passer en décloisonnement. Puis c'est ce qui est assez paradoxal avec les 2 dernières années où est-ce qu'on était tous en état d'isolement, mais
je pense qu'avec la virtualisation grandissante des moyens de communication, je ne comprends pas encore pourquoi il n'y a pas de plateforme de discussion, d'échange et de débat plus inclusive. Je sais que là, ça sonne creux un petit peu comme phrase, puis que j'ai pas de moyens concrets pour vous répondre à votre question de qu'est-ce qu'il faut faire, mais en définitive, je dirais qu'il faut multiplier, je pense, les événements comme celui-ci aujourd'hui, où est-ce qu'on peut discuter, puis la question ne doit pas être uniquement abordée dans un sens monologue. Ça doit être bon, je sais, c'est paradoxal avec tout ce que je viens de dire, puis que généralement, pendant 1 heure, c'est moi-même qui parle, là. Mais je pense qu'il faut laisser place. Il faut laisser place au débat, puis vraiment mettre ça dans une forme plus inclusive, plus intersectionnelle. Et puis c'est là où le bas blesse au Québec, parce que vu qu'on est latin, mais latin light, on est très réfractaire au débat, puis au débat d'idées. Là où je dis, c'est que le problème aujourd'hui, c'est que les discussions passent beaucoup par l'émotion, par tout ce qui est comme à fleur de peau, puis l'émotion, puis la confrontation, alors que les idées sont souvent évacuées au profit, comme je disais, de l'émotion. Si on laisse trop de place à l'émotion, ben c'est pas propice au débat constructif. Puis, si on laisse trop de place à l'émotion puis aux préjugés, ça ne favorise pas le débat inclusif. Si on aborde une question déjà en étant fermé puis en disant non, moi là, mes idées, j'y tiens, puis peu importe ce que l'autre personne pourrait éventuellement me dire, ben là, moi je vais continuer à être cantonné à mes idées, mes préjugés, ben ça évoluera pas. Alors que si on arrive à un débat, un échange, en se disant, ben, oui, j'ai des préjugés, par exemple, envers les personnes autochtones, mais c'est pas mon cas, là, mais c'est un exemple. Oui. J'ai des préjugés envers les personnes autochtones, ou les itinérants, ou les personnes toxicomanes. Mais si on est appelé à débattre avec eux, puis fréquenter un petit peu leur milieu, c'est après qu'on se dit oh mon Dieu, mes préjugés n'avaient pas lieu d'être. Je prends mon exemple personnel. Moi, je suis président sortant de Beaufaction de Rosemont depuis quelques années, mais je suis avec Beaufaction de Rosemont depuis 2014, ça va faire 8 ans. Ben, je quitte bientôt au mois de juin. Mais avant de m'impliquer avec Beaufaction, moi j'étais comme les enjeux de sécurité alimentaire, ça me touchait pas tant que ça. Je disais, ben là, si les gens ont de la difficulté à manger, ben qu'ils aillent voir les ressources, qu'ils apprennent à faire la cuisine, qu'ils sont capables tout seuls, ils peuvent le faire, ils n'ont pas de limitation, tout ça. Mais c'est lorsque je me suis impliqué à Beaufaction que je me suis rapidement rendu compte que les enjeux dépassaient beaucoup plus la consommation de McDonald's ou la consommation de chocolat ou quoi que ce soit. L'enjeu va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que faut prendre en compte qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans ce qu'on appelle des déserts alimentaires. Puis moi, ben, avant que je me joigne à Beaufaction, ben, j'avais pas conscience de ça. Et puis donc, quand je me suis joint avec eux, c'est là que je me suis rendu compte que c'est ça. Ma réalité ne reflétait pas nécessairement la réalité d'une famille ou d'une personne seule qui est nouvelle arrivante, qui n'a pas accès à toutes les ressources. Et honnêtement, après 8 ans d'implication, je peux vous dire que même la plus petite, la plus visiblement insignifiante des initiatives peut avoir un impact important pour la personne. Je prends par exemple,
lorsqu'on a eu des assemblées générales annuelles de Beaufaction, on a eu souvent les témoignages de participants, de personnes. Puis, une fois, il y a un témoignage qui m'a littéralement jeté par terre. Et puis, honnêtement, vous me voyez, là, je suis une personne en chaise roulante. Donc, me jeter par terre quand tu es en chaise roulante, c'est assez un message challenge de me jeter par terre. Et puis, cette personne-là a dit, dans son témoignage, sans se nommer, elle a dit, écoutez, moi, je suis arrivé, je pense qu'elle venait du Liban ou en Afrique, tout ça. Elle dit, moi, je suis arrivé, j'ai dû quitter mon pays hyper rapidement, puis parce que j'étais victime de violence, puis il y avait la guerre dans mon pays, j'ai dû quitter, là, je suis arrivé ici, j'avais rien, j'étais désemparé, désespéré, je pleurais, puis je lui disais, ben, je sais pas comment je vais m'en sortir. Puis un jour, elle a dit, j'ai cogné au bureau de Beaufaction, puis j'ai dit, madame, j'ai faim. Elle dit, j'ai mes enfants, j'ai rien à manger, pouvez-vous m'aider, tout ça. Alors, tout de suite, d'ailleurs, je salue mon équipe de Beaufaction. Je ne sais pas à quel moment ça va sortir. Probablement que je vais avoir déjà quitté. Mais je tiens à remercier toute mon équipe. Tout le monde va se reconnaître. Tout de suite, l'équipe s'est mise au travail pour aider cette personne-là. Puis même encore, durant la pandémie, le travail colossal qu'ils ont abattu, c'est fondamental, c'est phénoménal. Tout de suite, ils ont aidé cette personne-là, ils ont trouvé des ressources, des manteaux d'hiver, etc. Et puis, lorsque cette personne-là, on a lu son témoignage à l'Assemblée générale, elle a dit, grâce à vous, je me suis impliqué dans les activités connexes de l'organisme, au Centre La Palme, et puis d'autres. Maintenant, elle dit, je n'ai plus peur d'être moi-même, et puis, grâce à vous, j'ai brisé ma coquille, et puis, pour moi, la violence, c'est encore là, dans mon esprit, mais elle dit, je suis maintenant moi-même, et je suis maintenant fière d'être femme, et puis, je suis fière d'être immigrante au Québec. Alors, honnêtement, ça m'avait jeté par terre, j'ai même versé des larmes, j'ai dit, mon Dieu, je ne savais pas personnellement l'impact que juste fournir une soupe ou des vêtements à quelqu'un peut avoir un impact aussi fondamental. Donc, c'est pour ça que mon message ultime pour les auditeurs, c'est n'ayez pas peur de vous impliquer dans quelque chose duquel vous ne connaissez aucune chose. C'est sûr que ça va probablement vous heurter. Peut-être aussi que vous allez décider de quitter ou de ne pas poursuivre, mais juste de faire le pas pour ouvrir la porte d'un organisme, peu importe quel qu'il soit, ça ne pourra qu'être bénéfique pour vous, parce que ça va changer, je pense, qui vous serez dans le futur. Et puis, honnêtement, vous êtes généralement plus jeune que moi. Donc, c'est vous tous ici qui m'écoutez, qui avez non seulement entre vos mains l'avenir du Québec, l'avenir du Canada, mais l'avenir du monde aussi, en tant que globalité. Et puis pas seulement pour les enjeux trendy, fancy de Greta Thunberg, de diminution du gaz à effet de serre ou environnementaux. Pour la panoplie d'enjeux que j'ai mentionnés, vous avez, je pense, si vous avez l'intérêt et la volonté, vous avez tout ce qu'il faut dans cette ère numérique qui nous obsède, qui nous fait voir des influenceurs dans des avions, puis ce que moi je considère des stupidités. Vous avez tous les outils qu'il faut pour devenir des acteurs importants et incontournables pour la société. Et puis de ne pas profiter de cette panoplie d'opportunités qui s'offre à vous. Je pense que ça serait de normaliser l'échec de votre présence en société.
Alors que si au contraire, vous employez à influencer le monde autour de vous, c'est le message que vous envoyez, c'est que moi, en tant que jeune, je veux participer à faire du Québec, du Canada et du monde une société plus, oui, différente, mais plus inclusive et plus représentative de la courte pointe sociologique. Donc, ouais, c'est ça. Oui. Donc, on va devoir t'arrêter ici, Laurent. On pourrait t'écouter des heures. Là. Personnellement, je trouve... merci beaucoup. Ouais. Ça me fait plaisir. Personnellement, je trouve ça immensément inspirant, puis je pourrais t'écouter des heures. Mais on veut vraiment te remercier pour ta présence. C'était un plaisir vraiment de t'entendre. Puis, merci de t'exprimer. Ça me fait extrêmement plaisir. Oui. Merci beaucoup. Merci aussi à la bibliothèque Saul Bello pour le local et aussi à Carlo qui a tout préparé pour l'enregistrement. Et aussi, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux du Conseil jeunesse de Côte-des-Neiges, de Notre-Dame-de-Grâce et de la Chine. Donc, merci beaucoup. Mais merci beaucoup. Puis, c'est d'une très belle bibliothèque, effectivement. Oui. C'est magnifique. Donc, un gros merci. Puis, vous allez nous retrouver pour d'autres podcasts.